Bonjour et bienvenue à tous dans cette troisième vidéo de l'ingénieur du dimanche sur la chaîne YAI. Aujourd'hui on va commencer par discuter de la partie un peu coût que peut générer le fait de souscrire à une offre cloud. Comme on l'a vu sur la précédente vidéo, c'est qu'après avoir reçu un mail de la part d'AWS nous invitant à remplir un formulaire pour bénéficier de 300 $. Nous avons rempli le formulaire, nous avons fait ce qu'il faut et entre-temps, nous avons reçu un email donc, de la part d'AWS. Déjà dans un premier temps pour nous dire de profiter de toute la large panoplie de services gratuits qu'ils ont à disposition. Ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est un petit peu visualiser ces services-là, parce qu'on va beaucoup les utiliser, on va s'appuyer euh, sur ces services-là gratuits. Euh, donc, vous pouvez aller directement en écrivant offre gratuite AWS et vous allez voir un petit peu les types d'offres gratuites. Donc, il y a des offres qui sont comme on dit, à trois types. Il y a des offres qui sont gratuites tout le temps. Il y a des offres qui sont gratuites pendant les 12 premiers mois de notre inscription. Il y a des offres qui sont, on va dire, qui s'ouvrent temporairement pour être activées et être utilisées. Donc nous, je vais vous présenter un petit peu tout ça. La liste des offres, elle est conséquente. Donc on ne va pas tous les voir. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup d'offres. Ils sont même classés par catégorie. Comme on le disait, que ce soit pour des l'ESC, que ce soit toujours gratuit, que ce soit 12 mois gratuit, sur différents types de services. Donc là, si on se base uniquement sur tout ce qui est toujours gratuit, donc on peut voir que voilà, on a 1 million d'exécutions de lambda qui est gratuite par mois. On a 25 gigas de stockage sur une table Dynamo. On a 1 million de publications, 100 000 envois via HTTP et 1000 envois par mail par mois. Euh, J'entends bien. Donc il y a un certain nombre de services euh, que je vous invite à découvrir. Mais ce n'est pas indispensable parce qu'on va les découvrir par la suite une fois qu'on aura mis en place notre socle technique fondation sur lequel on va gérer un petit peu les droits et les utilisateurs. Et quand on passera à la phase de développement d'un projet, et bien à ce moment-là, vous allez voir que euh, le- comment dire ça, les services qu'on aura besoin d'utiliser. Donc ça, c'était juste pour un petit peu vous présenter l'offre gratuite dans un et ensuite voilà, donc ça, cette partie-là. Et ensuite, voilà, le message de la part d'AWS nous disant euh, que nous avons bien été acceptés pour recevoir les 300 $. Et on va pouvoir les visualiser dans la console d'administration. Donc, comme d'habitude, pour se connecter, donc, on va remplir donc, là. Après, on va saisir notre multifactor. Ah, il y a un petit souci, j'ai l'impression. Attendez. Comme d'habitude, je n'arrête pas le navigateur parce que voilà, c'est des problèmes que vous pouvez être éventuellement amené. Donc là, j'ai relancé en mode navigation privée pour voir un petit peu pourquoi j'ai ce souci-là. Non, peut-être que c'était un problème de cache. Surtout que un des éléments importants qui sont arrivés durant la dernière semaine, c'est que AWS a changé un petit peu la console. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, maintenant l'interface elle a un petit peu changé. Il nous demande
de confirmer qu'on a bien tout compris. Donc là, cette interface, elle se présente de la sorte. Est-ce que ça me plaît ou ça me plaît pas? Je ne sais pas. Honnêtement, moi, je suis très orienté service. Et comme on va le voir, grâce à Terraform, c'est qu'une fois qu'on connaît les services qu'on veut mettre en place, on utilise très peu la console. On est plus enclin à utiliser l'outil de développement parce que c'est ça ce qui est vraiment l'élément clé. euh, c'est, on va dire, ne pas faire du click ops parce que si on se met à venir sur la console et essayer de construire notre application ou notre solution sur la console en suivant toutes les étapes et tout ça, toutes les explications, bah, là, j'ai tendance à dire qu'on ne fait pas de DevOps, mais du ClickOps. Le DevOps, il y a plus de développement. Donc, quand on dit développement, on dit éditeur, on dit fichier texte dans lequel on va saisir des commandes, on va dire validation avant de se lancer. Donc, ça, c'est plus du ClickOps. Je déconseille fortement. Bon, si vous voulez, vous pouvez, mais on va dire ça, c'est pour moi, la console, elle me sert essentiellement euh, elle me sert à éventuellement analyser plus que à développer ou plus que à déployer. Donc, euh, donc, ce que je voulais voir ici, c'est plus la partie cost, comme on a dit. Donc, si je tape Cost Explorer, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Bah, là, typiquement, ce qu'il me dit, c'est que je ne suis pas autorisé. Pourquoi? Parce que, certes, je suis admin, donc sur ce compte-là, je suis admin de ce compte. Par contre, je n'ai pas le droit d'accéder à la partie coût. Donc, pour pallier à cela, ce que je dois faire, c'est que je dois me déconnecter déjà et aller me connecter. Par contre, là, je dois me connecter avec mon compte IAM. Pardon, mon compte route. Donc là, si je vais sur le Cost Explorer, on va voir que je n'aurai pas ceci là parce que je suis en mode de route. Voilà, là il me dit, puisque c'est la première fois, donc on va un petit peu découvrir un petit peu tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il disait? Ah, ok, ça c'est nouveau. Là, il me dit que je dois, puisque c'est la première fois que je me connecte, donc je dois attendre encore 24 heures pour valider ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, donc ce qu'on va profiter pour faire, c'est aller sur le service IAM. On va aller sur l'utilisateur, donc admin, et on va lui rajouter donc euh, une policy qui gère les coûts. Donc avec cost, on trouve rien. Avec billing, donc là, il y en a deux. Il y en a un qui va m'autoriser billing, donc je pense à l'autoriser à tout, à des modifications, des choses comme ça. Et celle-là, juste un read-only. Je veux pas avoir bien read-only, je veux vraiment avoir accès à tout. Donc là, voilà, c'est ce que je veux rajouter à mon admin, add permission, parfait. Donc il a administrateur et il a l'accès admin, parfait. Donc là, si je me déconnecte et je me connecte de nouveau, donc là du coup, IAM user, voilà.
Une question me taraude, c'est le fait de savoir si un mentaliste, rien qu'en regardant la vidéo, pourrait éventuellement essayer de comprendre ou deviner le mot de passe. Ça serait éventuellement un test à faire. Il y a Si vous vous demandez pourquoi je prends autant de temps, parce que des fois, quand ça arrive à la fin, le chrono du renouvellement des clés, j'attends un petit peu quelques secondes. Je ne veux pas être vraiment sur la limite, saisir un code qui n'est pas bon et après saisir le suivant. Ok, ça marche. Donc, si on va sur les services et on va essayer d'aller sur le Cost Explorer pour voir est-ce que le Cost Explorer il est disponible ou pas, même s'ils nous ont dit que voilà, c'est un peu la même chose, donc on n'a plus de problème. Par contre, voilà, euh, est-ce que tous ils ne sont pas accessibles à la budget report? Non. Ok, saving plan, inventory. Là. Donc, il y a certains services qui sont certaines fonctionnalités qui sont disponibles, d'autres qui ne le sont pas. Voilà. La billing console. Je pense qu'il y a un peu de temps. Credit. Si on a rajouté le billing, c'est un peu strange. Mais bon, je pense que c'est en relation avec. Bon, totalement fermé. Bah, comme on a vu, c'est un peu on va dire une utilisation live. Donc, cette partie-là, elle est complètement figée pendant 24 heures. Donc, on essaiera de revoir un petit peu ce volet-là un petit peu plus tard. Euh, je pense pas aujourd'hui, honnêtement, 24 heures, mais on essaiera à la fin de la vidéo. Donc on va partir sur un autre sujet. Et voilà, et ça arrive. Voilà. Sur ce point-là, on est arrêté. Pas de souci, on avance sur un autre. Ok. Sur le prochain volet qu'on devait attaquer aujourd'hui, c'est un peu la gestion des utilisateurs. Donc, comme vous avez pu le voir la dernière fois, donc on a créé notre projet fondation qu'on a mis sur GitLab. Donc je rappelle l'adresse. Donc on va sur GitLab /yai-eu et je vais avoir un projet fondation et on va continuer à travailler sur ce projet-là. Donc sur ce projet-là, donc j'ai créé un compte master et j'ai créé donc une stack avec pour la liste des groupes dont j'ai besoin et une sous-stack rôle avec voilà, les rôles. J'ai créé aussi un module pour créer un user et un module pour le rôle qui nous sera utile un petit peu plus tard quand on sera en mode création des environnements et des comptes AWS. Donc là, ce que j'ai envie qu'on fasse, euh, je vais modifier, on va dire, la création des users donc, et des groupes. Donc je vais créer les groupes. Ce que je veux faire, si vous vous souvenez la dernière fois, c'est que quand on crée les utilisateurs, typiquement les utilisateurs, euh, en output, j'ai une liste qui va contenir tous mes utilisateurs, tous leurs noms. Cette liste-là, elle est utilisée comme étant un input du groupe, voilà, dans le groupe DevOps. Je vais récupérer donc cette liste-là, voilà, la liste des users. OK. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever cette liste-là. Donc, comme on va pouvoir le voir ici, c'est que, comment dire ça, si je vais sur le service IAM, donc sur ce service-là, sur les groupes, on voit que le groupe contient cet utilisateur-là. Donc,
je vais juste mettre ici une chaîne vide. Donc, je n'ai plus besoin des utilisateurs. Mais je vais laisser toute la configuration du groupe. Mon objectif, c'est quoi? C'est que quand je vais créer le user, je vais directement lui affecter le groupe au lieu de créer les utilisateurs et après les injecter dans le groupe. Donc je vais me dire, je vais plus partir sur création des groupes et je mets en place le groupe avec 0 utilisateur. Donc là, si je vais sur le main, voilà, c'est plus là. Donc la liste des utilisateurs, je n'ai plus besoin de la récupérer. Donc ici, dans mon code TerraGrunt, j'ai plus de dépendance dans le groupe. J'ai une dépendance avec les rôles, mais je n'ai plus de dépendance avec ça. Et en faisant cette partie-là, bien sûr, avant de commencer, je vais aller faire la source de mon fichier bash profile AI. C'est ce qui me permettra de pouvoir exécuter les commandes. Et TerraGrunt plan pour savoir ce qui va se passer quand je fais ça. Donc là, tatati tatata, oui, bon, ça dit quoi? Ça dit que actuellement je suis en train d'utiliser Terraform 12 sur ce PC. Et en réalité, quand la semaine dernière je l'ai fait en Terraform 13. Donc, puisque c'est une Terraform 13, une version qui vient après Terraform 12, donc il me dit je ne peux pas retravailler avec Terraform 12. Donc pour faire ça, je vais aller sur PowerShell, exécuter PowerShell en tant qu'administrateur. Et lui dire, donc j'utilise Choco pour installer différentes versions, utiliser différentes versions de Terraform. Donc là, comme il me l'a dit qu'il était en tête 13.12, donc je vais faire 13.2, pardon, 13.2, voilà. Et je vais faire ça, et c'est bon. Donc si je fais Terraform version, petit T en plus. Et là, il l'a pas installé. Pourquoi? Parce que il dit quoi? Already installed, use force, reinstall, specify. Ok. Ok, donc la version qui était installée n'était pas, on va dire, la plus récente. Donc ça, c'est la version 13. Donc j'ai mis à jour, j'ai fait un upgrade pour avoir la version la plus récente, donc la 13.3, ce qui va pouvoir nous débloquer ici. Je pense que je ferai, en fonction de la demande, je ferai une vidéo spéciale pour pouvoir comment configurer plusieurs versions de Terraform et switcher d'un environnement à l'autre. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Donc il nous demande de rentrer la valeur de la variable DevOps Users, parce que c'est ce qui était décrit dans notre infrastructure, parce que dans le fichier ici, dans le groupe, dans les variables, on a une variable qui s'appelle Users, donc c'est un oubli de ma part. Donc là, je vais arrêter ça, et je vais enlever cette partie-là, parce qu'elle ne nous sert à rien. Pour valider que mon code il est encore valide, je vais faire TerraGrunt validate et je vais m'assurer que tout mon code il est encore valide. Parfait. Donc là, si je fais mon plan, qu'est-ce qui va se passer? On va se rendre compte qu'il va nous enlever le lien, donc il va supprimer une ressource ou mettre à jour juste le groupe. Voilà, donc il va changer juste ça, si on lit, voilà. Il y a un moins ici et une tilde là. Qu'est-ce qu'elle veut dire la tilde? La tilde, ça veut dire que ça va être modifié. Donc on le voit que la ressource va être modifiée. Comment elle va être modifiée? Parce qu'il y a un attribut qui s'appelle users qui va être modifié. Et à l'intérieur, il y a une suppression, on voit le moins, pour supprimer ces users-là. Il ne va pas supprimer le user, il va juste supprimer le user de la liste des utilisateurs. Donc là, j'accepte et je vais appliquer. C'est
très important d'avoir une infrastructure simple à lire parce que une fois qu'elle devient complexe, si on a une infrastructure qui est très complexe, le fait de faire le plan peut sortir tellement de changements que ça décourage l'analyse. Et ça, c'est pas bon. Donc là, c'est bon. Et là, si je reviens sur la console et je fais rafraîchir, il n'y a plus, ne contient aucun utilisateur. Par contre, l'utilisateur, il est toujours là. D'accord? Donc là, c'est bon. C'est ce qu'on cherchait à faire. Un point important que je veux souligner au passage, c'est que je vais essayer que pour chaque vidéo, il n'y ait qu'un seul commit, un seul push ou une seule MR. Peut-être que ça va être plus intéressant de le fonctionner comme ça en mode MR. Donc je vais essayer de faire une MR. Donc je vais la nommer avec... donc là, si je reviens sur la racine de mon projet, je vais faire checkout-b. Donc, c'est pas une feature, je ne sais pas comment j'appelle ça, je vais appeler ça YouTube. IDD003 pour dire voilà, c'est la vidéo 003. Donc, je vais créer ça et à partir de ça, on va pouvoir commencer à travailler et quand je ferai une merge request que je validerai, comme ça vous pourrez suivre semaine après semaine l'évolution, comment ça s'est passé mon infrastructure. Donc ceci est fait, donc le user c'est bon. Donc du coup, si je vais sur la liste des utilisateurs, voilà, j'ai plus besoin de sortir les utilisateurs. Donc ça, ce n'est plus important. Par contre, ce qui le sera, c'est peut-être côté groupe, c'est de sortir le nom du groupe, mais pour l'instant, on va pas le faire immédiatement. On va aller directement là, et ici, comme on peut voir, on avait déjà défini un groupe ici pour définir la liste des groupes auxquels appartient cet utilisateur-là, elle était vide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y injecter le nom du groupe. Donc le nom du groupe, c'est celui-là. Voilà, ce groupe-là. Donc si je vais à ma liste d'utilisateurs, ici, ce user-là, je vais lui dire que je veux qu'il appartienne à ce groupe-là. Donc là, je vais repartir sur les utilisateurs et faire mon TerraGrant plan. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura juste une modification. Il va constater une modification seulement. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'il a constaté? Un seul changement. L'output, on l'avait pas enlevé. Ah oui, c'est ça. Hein. Voilà. Il a constaté aussi des changements à l'échelle de l'output. Donc il n'y a plus de output ici. Et ici, il a constaté que voilà, l'échelle de la ressource IAM User Group Membership, il va rajouter ce groupe-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on va faire. Donc apply. Parfait. Donc, si je reviens à ma console, donc là, bon, le user, il est toujours là, il n'a pas été supprimé, c'est le même user qui a 7 jours. Et si je vais sur les groupes, je constate que il est là et il fait partie de notre groupe. Donc, cette approche, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que à partir de cette vidéo, on va commencer à faire un petit peu plus propre en termes de sécurité. Parce que pour vous expliquer un petit peu comment ça se fait, cette partie-là. Donc ce que je vais faire, c'est que le user, quasiment, je vais les détruire et les recréer à chaque nouvelle vidéo. Donc ce user-là, Walid Mancia, ou je vais l'appeler Walid seulement pour... donc je vais laisser Walid Mancia, donc c'est comme ça. Donc chaque utilisateur, je vais le détruire à chaque fois. Je vais pouvoir vous afficher le mot de passe. Je vais aussi pouvoir modifier le fichier source, donc que je vais pouvoir vous afficher. Et comme ça, on sera plus
je serai plus tranquille en termes de sécurité. Voilà, je vous montre vraiment chaque étape. Et je trouve que c'est vraiment une bonne pratique que voilà, les access tokens, c'est pas un truc qui est figé dans le marbre. Voilà, j'ai téléchargé mes access tokens, je les garde secrets et je les utilise plus. Le but, c'est de les générer quand on en a besoin et de les détruire quand on n'en a plus besoin. Même le user de celui-là, on va le générer et le détruire par la suite. Et ça va être très important quand on va passer à la phase de la gestion des rôles. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme prochaine étape? Donc là, c'est bon, notre groupe, il n'y a plus de dépendance. Les groupes, s'il y a une, j'ai pas fini mon travail. Ça, je me suis un petit peu trop précipité. Donc là, ici, il faut que je définisse un output au groupe. Voilà. Donc ici, je vais définir mon output. Je vais l'appeler GRP DevOps name. Je vais aller chercher la valeur qui se trouve, c'est cette valeur-là qui m'intéresse. Donc elle se trouve dans la ressource, celle-là, .devops group, .name. Parfait. Donc là, elle est sortie. Par contre, cette variable-là, j'en ai besoin. La question qui me taraude ici, c'est savoir est-ce que je l'utilise directement ici, comment l'appeler ici comme variable. Bon, je vais l'appeler comme l'output. Voilà, c'est ce groupe-là. Oups. Donc, je vais utiliser le même nom. Ici, c'est une variable qui s'appelle comme ça. Dans le descriptif, s'appelle donc group DevOps name. Ok, parfait. Du coup, si je vais vers mon utilisateur, ici, par point. Oh, petite coquille. DevOps name. DevOps name. En output. Et output, on va le mettre à la fin S. Parfait. Donc là, mes outputs sont définis. Maintenant, la seule chose qui me reste, c'est rajouter donc une dépendance. Donc, je vais avoir, je prends ce bloc-là, parce qu'il n'y a pas de... même si TerraGrant, c'est du Terraform derrière, hein, en quelque sorte. Mais en réalité, il n'y a pas d'autocomplete à l'échelle des dépendances pour ces éléments-là, ces éléments nouveaux qui sont ramenés euh, par TerraGrant. Donc là, le groupe output, c'est bon. Donc là, c'est bon. Donc là, comment ça se lit celle-là? Donc la variable input qui est dans ce projet-là va avoir comme valeur la variable, elle est liée à la dépendance qui est définie là, groupe qui est là. Dans ces outputs, il y a une variable qui s'appelle celle-là, elle va la chercher et la setter. Donc là, si je refais mon apply encore une fois ou un plan, mais c'est la même chose. Bon, la même chose. Si il y a un changement, il va l'appliquer et je serai vraiment pas bon. Oui, voilà, il a essayé d'appliquer et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'ai pas appliqué ici. Parce qu'à l'échelle des groupes, j'ai pas fait mon make. Pardon, make. TerraGrant apply déformation pour le make. Parce que j'utilisais make avant à la place de TerraGrant.
Voilà. Donc là, donc il y a eu un changement. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce changement? En tout cas, le groupe, il est là. On va vérifier le changement. C'est pour ça c'est important. Donc là, je ne peux plus visualiser. Là, il a supprimé le user. Mhm. Euh, Pourquoi il a supprimé? Mais je pense savoir pourquoi. Parce que j'ai créé ici une nouvelle ressource et je ne devrais pas. Donc celle-là, elle ne me sert plus à rien parce que je peux pas en même temps gérer, dire que je veux que les groupes gèrent les users et que les users gèrent les groupes. Donc là, je vais enlever cette partie-là. Ok. Donc là, je vais appliquer encore une fois pour enlever cette dépendance. Voilà, cette ressource. Voilà, undestroyed. Donc il a supprimé ce lien-là. Et si je vais sur les users maintenant, et je devrais faire Terra Grunt Plan. Donc là, il va vérifier son output et tout ça. Donc il va constater qu'il y a bien l'output dont il a besoin. Voilà. Donc un seul changement. Donc il va rajouter ce user là. Donc là, c'est bon, ça me convient bien. Et du coup, là, je n'utilise plus le nom ici au niveau de mon user. J'utilise directement ce là. Et c'est parfait. Et comme je disais, c'est un peu plus sécure. Donc à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce user là directement. Je vais afficher son mot de passe. Donc là, mon user, il est bon. Mon groupe, il est bon. Et je suis tout bon. Parfait. Ça marche. Donc ce sera ce user là qu'on va utiliser après sur des étapes un petit peu plus ultérieures, surtout pour la phase de développement d'application. Ok, ça marche. Donc pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais le détruire. Bon, avant de le détruire, je vais afficher le mot de passe de ce user-là. Comment je fais ça? Make. Donc c'est credentials user égale Walid score non si tout est bon, le user il est là, le mot de passe il est là, tout est bon. Ok, ça marche. Donc là, c'est bon. Je vais faire mon destroy et c'est bon, j'ai plus besoin de ce user là. Parfait. Du coup, je n'ai plus d'utilisateur. Bon, j'aurais dû voir que c'était affiché, mais maintenant je veux bien voir que l'utilisateur il a disparu et qu'il me reste que l'admin. C'est parfait. Ok. Je vais quand même en profiter pour aller voir si le cost s'est débloqué. Bah non, pas de bol. Pas grave. Donc, on va passer au module suivant qui est la gestion des organisations. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une organisation? Donc, voilà. Euh, une organisation, c'est une façon de gérer, on va dire,
Un compte AWS, c'est un cloud. Donc, c'est un compte sur le cloud dans lequel on va déployer des ressources. On va demander à avoir des ressources à disposition. Et du coup, la question se pose, comment je vais gérer plusieurs environnements, l'environnement de développement, d'intégration, du AT ou de prod. Donc, une première solution serait d'avoir utilisé un seul compte et après faire varier les noms. Typiquement, si je voulais tester des droits d'utilisateur Walid, je devrais avoir en même temps Walid Dev, Walid UAT, Walid Prod sur le même compte. Et il y a mieux, on va dire. Voilà, sans rentrer dans des explications un petit peu trop poussées. Il y a mieux. Donc pour faire ça, on peut avoir plusieurs comptes AWS. Et comme on le montrait tout à l'heure, AWS offre un certain nombre de services qui sont gratuits. Typiquement, la création de users, la création de rôles, c'est du gratuit. Il n'y a pas de limite en termes d'utilisation. Donc, on peut avoir des comptes autant qu'on veut. Donc, si c'est gratuit, alors autant en profiter et avoir des organisations par environnement. Donc du coup, quand j'aurai une organisation, aussi euh, surtout pour gérer une notion de sécurité qui s'appelle le blast radius, ça veut dire si j'ai un souci sur un compte, au moins ça ne touche pas les autres comptes. Ça, c'est aussi un élément important à prendre en considération. Donc, pour faire ça, encore une fois, ça c'est l'organisation, mais je ne vais pas faire d'opération manuelle, tout sera terraformé. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un module. C'est très important de toujours réfléchir en termes de module. Organization. OK. Dans lequel je vais avoir un fichier main.tf. OK. Parfait. Dans lequel je vais copier le code par défaut. Donc je vais devoir avoir besoin d'une région. Et du coup, ce qui veut dire c'est rouge, donc parce que j'ai besoin d'un fichier variable.tf, ok, dans lequel je vais devoir mettre donc la variable région. Where is region? Ok, donc la région, et après donc là c'est la variable région. Une fois que j'ai ma région, ce que j'aurai besoin de faire, c'est, on va dire, définir ici un certain nombre de choses. Typiquement, ce que j'ai besoin, c'est définir ma région et définir mon organisation, pardon, et après définir dans cette organisation-là des droits. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir donc qu'est-ce que c'est qu'une organisation. Donc, bon, j'ai un peu préparé cette partie-là. Donc, il y a trois ressources à définir dans lesquelles, pour une organisation, dans laquelle il y aura donc le nom, donc l'organisation name. Là, si je viens, je vais rajouter cette variable, lui donner un descriptif. Donc, ce B unit name. Ok. Après. Donc, ici, cet élément-là, il est très important. C'est parce qu'on a déjà une organisation qui est déjà disponible. Ça veut dire le premier compte qu'on a créé, il y a déjà une organisation qui est disponible. Donc là, le but, c'est de donner un master. Donc nous, quand on a créé le compte, on a déjà une organisation. Et le but, et la facturation qui est déjà prête, configurée et tout ça. Donc les sous-organisations qu'on va créer, on va dire juste que c'est leur parent, celui-là. Donc il faudra donc master unit ID. Je vais vous montrer où le récupérer.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Donc ici, le name, oui. Une organisation, comme on a pu le voir, donc quand on a inscrit le compte, euh, un élément important, c'était un élément important était l'email parce que ça allait gérer la partie notification concernant la facturation ou même des fois AWS va détecter des failles, des choses comme ça, il va nous envoyer des alertes. Donc pour chaque compte, il y a un mail et un compte ou une organisation, c'est un email unique. Donc, the email of the or, oups. Ok, quoi d'autre? J'ai besoin. Voilà, ça et ça comme dernière variable. Donc, the un élément très important dans la partie de sécurité, ce volet-là, c'est ce qu'on appelle c'est une police pour encadrer un petit peu l'organisation. Ça veut dire on peut créer une organisation, donc comme si on avait créé un compte AWS, mais on va lui appliquer certaines règles, certaines polices qui vont permettre à cette organisation de s'autogérer, donc créer des rôles et des utilisateurs. Mais euh, si par exemple dans l'organisation je dis qu'il est interdit de créer un- une instance EC2, même si dans le rôle d'un user à l'intérieur de cette organisation-là, il peut créer une instance EC2, il aura un blocage. Et on pourra par la suite faire un test dessus. Donc là, j'ai créé mon groupe et tout est bon par rapport à ça. Donc il n'y a pas ce qu'il y a besoin d'autre chose, ce qu'il y a besoin d'output. Pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité. Donc on va en rester là. On va créer au niveau du master donc un dossier avec organizations, ok, dans lequel bien sûr on aura besoin d'un main.tf, ok. Ok, jusque-là tout va bien. Et après, ce que je vais faire, c'est que voilà, je reprends un petit peu ce petit bloc-là. Bon, je ne le dirai pas assez. Ce petit bloc, d'un côté, ça sert à dire où est-ce que Terraform va stocker ses TF state. Et ce volet-là, c'est pour dire dans quelle région on va, quand on va appliquer cette partie-là, dans quelle région on va travailler. Puisque les organisations sont indépendantes des régions, voilà, c'est du détail, ce sera pas très important cet élément-là, mais on devra le saisir quand même. Donc là, je prends pour, oups, allez, donc là, je saisis, je reprends aussi le dossier des variables. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc du coup, ici, euh, je vais définir mon module. Ok. Donc j'aurai besoin de créer plusieurs organisations. Donc je vais commencer par la première organisation que je vais l'appeler master, je vais l'appeler develop. En termes de source, je vais aller jusqu'au module. Voilà. Et organisation. Donc ça c'est mon module. Après, je vais récupérer donc le fichier TerraGrant ici. Là. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Pas d'input, rien. C'est simple. Ok. Donc là, ça permet de faire quoi ça, TerraGrant? À ce niveau-là, c'est un fichier comme on peut voir qui contient juste ça, parce qu'il se base sur ce fichier-là. Et ici,
il y a un élément qui va lui dire, voilà, le TF state va prendre comme valeur, donc là sera sur ce dossier, qui est mon compte racine, ici, ici et jusque là. Donc là, mon organisation ici, donc ici c'est bon, donc normalement si je vais sur, je reviens sur les organisations, je fais Terragrant validate, on va dire ça. Donc, je vais avoir des problèmes, surtout que voilà, j'ai mon module, il dépend de, voilà, le module développe, il a besoin d'input, et ces inputs là, moi je les ai pas définis. Donc entre autres, donc il a besoin d'AWS région. Bon, le var il est de trop, hein. Ici. Mais on sait de quoi on a besoin, de toute façon on a besoin de ces 4 variables là, 4 éléments là qu'on va pouvoir saisir. Voilà. Et on a besoin de ça. Et on a besoin de l'email. Et on a besoin de policy ID. Parfait. Ça c'est bon. On va avancer là jusque là pour aligner un petit peu. Parfait. Comme ça, c'est aligné et c'est tout propre. Ok. Pour la policy, donc là, donc policy simple.tf. Simple parce que ça va être une police simple. Après demain, si on a besoin de mettre une police complexe ou bien spécifique à quelque chose, on pourra la rajouter. Donc là, comme on peut voir, je crée une AWS Organizations Policy, que je l'ai appelée simple, avec un name simple. Et le but, c'est qu'elle autorise un certain nombre de choses et que l'on interdit d'autres. Bah, typiquement, j'ai enlevé tout droit à faire quoi que ce soit sur les EC2, sur les SES. Et ça, ce qui était très important pour moi. Tout droit sur Route 53 aussi, parce qu'on n'en aura pas besoin. Et tout droit sur STS. Voilà. Donc ici, pour develop, donc pour la policy, je vais dire session policy simple.id. Donc là, c'est bon. Je vais l'appeler develop. Master ID maintenant. On va revenir sur l'organisation. Donc, this creates an organization. Ok, ça marche. Donc là, comme on peut le voir ici, donc ça permet de l'organisation, ça permet de un seul centraliser un petit peu toute la gestion de suivi des paiements. On peut inviter via des organisations d'autres comptes. Ça aussi, c'est un élément important. C'est que si demain on travaille avec un partenaire qui a son propre compte AWS et on veut ouvrir des flux et du trafic entre les deux, bah, ça va se gérer essentiellement entre organisations. Apply Policy Based Control. Donc là, comme ce qu'on peut voir, ce qu'on vient de voir là avec ma policy simple. Voilà, donc ça simplifie un petit peu tout ça. Ok, ça marche. Donc là, j'ai créé mon organisation qui s'appelle YAI. Donc ça, c'est l'équivalent de ma master organisation. Donc ici, c'est ce compte-là. Donc mon ID, mon organization ID, c'est ce volet-là. Ça, c'est l'ID du compte. Donc là, pour l'instant, rien n'est rajouté à ce ID-là.
Donc là, c'est bon. On est tout bon. Donc là, je vais venir ici. Ça, c'est mon master. Bien d'accord. Et donc ici, pour trouver donc l'organisation ID, il faut venir là, donc commencer à organiser, cliquer sur route, donc c'est ça, c'est la partie. Donc ici, c'est l'ID, c'est ce petite chaîne de caractères. Donc on va venir sur notre projet et mettre l'ID. Voilà. Maintenant pour l'email. Pour l'email, donc voilà, après on peut se dire, comme on l'a dit, on a besoin de moins pour être une solution d'entreprise, il faut avoir au moins un compte de développement, un compte d'intégration, du AT et de prod. C'est au minimum 4, donc on ne va pas avoir 4 mails à surveiller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon mail at yai.eu. Par contre, comme on pourra le voir, si je l'applique, on n'a pas le droit d'utiliser deux comptes. L'email il est unique par compte. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter ici un plus develop, ce qui va me permettre de créer cette organisation-là. Donc maintenant, si je fais mon plan, déjà validate, voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est walid.mancia plus develop ATI et on va voir que voilà, il va considérer donc déjà que c'est valide. Après, je vais faire mon plan. Il y a plusieurs variables qui n'arrivent pas à lire. Quelle variable? Donc là, il me dit master. Oui, ouais. En réalité, oui, il me faut un ici, master.tfvar, c'est vrai. Et ça vient d'où cet élément-là? Ça vient de... parce que j'utilise TerraGrant pour factoriser un petit peu toute cette partie-là. Donc ici, dans TerraGrant, je lui dis que quand je vais faire un apply ou même un plan, il y a un fichier master qui se trouve là. Donc là, au moins, pour définir la région. Donc il a raison. La machine a toujours raison. Donc voilà, il va créer les 4 ressources. Donc on va voir qu'il va créer la police, l'organisation et tout ça. Ok, ça marche. J'accepte et je vais faire mon apply. Service can perform only for enabled policy types. Ah, ok. Ok, des polices qui ne sont pas encore actifs. Donc je vais pouvoir aller voir un petit peu plus tard. C'est pas grave. Ce qui est important de voir ici, c'est que déjà en premier, c'est que j'ai reçu un email pour me dire que, voilà, sur mon propre mail, walid.mancia, mais pour me dire que, voilà, voilà, je vais vérifier ça. Ok. Ici. Donc voilà, qu'il a bien vérifié cette adresse-là. Donc là, c'est bon. En termes d'organisation, ici, on va voir qu'il a créé. Donc là, il a créé. Donc il avait le master. Il a créé une sous-organisation qui s'appelle Develop. Et comme on peut le voir sur les mails, là, il me dit voilà, maintenant c'est bon. Walid pour mon CA plus Develop, bienvenue. Et donc si j'ai un souci sur ce compte-là, il va pouvoir m'envoyer un email sur walid pour mon CA plus Develop ati.eu. Donc ça, c'est ma première organisation, c'est bon. Et donc,
Maintenant, on va revenir sur notre message d'erreur ici. Pourquoi il me dit que c'est une erreur? Est-ce que c'est une histoire d'activation? Est-ce que c'est en relation avec l'activation que j'ai faite ou pas? On va pouvoir le voir. Ça se refait. Sinon, je vais activer le log. Non. Par contre, je ne sais pas laquelle. Donc là, ce que je vais faire, def log égale erreur. Voilà. Et là, je vais faire apply. Et je vais essayer de voir un petit peu plus de messages. Donc là, il me dit pour voir tout, il faut faire trace plus que erreur. Ok. On va faire trace. On va essayer de tout voir pour voir exactement à quel niveau il est en train de planter. Voilà. First enable that policy type. Donc là, on peut le voir que j'ai besoin d'activer voilà, ça à l'échelle 6. Donc je reprends un petit peu. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc, service control policy. To attach a policy, you must first enable that policy type in the root. Navigate to the root and choose enable next to the policy type in the detail panel on the right under to the root. En même temps, je profite pour vous montrer que voilà, le process, je viens de recevoir un email pour me dire bienvenue sur AWS, que je peux accéder à des ressources gratuites. Parce que AWS va gérer ce nouveau compte comme si c'était un compte à part entière avec tous les droits des ressources gratuites, etc. Donc, on vient vraiment de créer et en ne suivant pas, ça c'est un peu important. On n'avait pas besoin de suivre toute la procédure d'installation qu'on a vu la dernière fois avec l'email, avec voilà, la carte de crédit et tout ça, parce que c'est une sous-organisation. Donc là, j'ai activé. Donc là, je viens d'activer comme il me l'a demandé. Euh, donc là, je reviens. Donc maintenant, je vais juste enlever le log. Je vais faire apply. Et normalement, ma police va pouvoir s'appliquer normalement. Parfait. Donc comme on peut voir, la police a été appliquée et c'est parfait. Donc maintenant, si je reviens sur ma main, donc je viens de créer develop. Donc rien de plus simple. Donc vous avez vu, je viens de créer, mine de rien, un compte AWS avec Terraform en faisant un module. Bah là, je vais créer un deuxième environnement, l'environnement d'intégration. Donc là, intégration, je vais l'appeler intégration, il garde le même parent. Le mail, c'est intégration. Quoi d'autre? C'est tout. Bah, je vais créer encore un autre. Un compte du AT.
Je vais l'appeler UAT. Le mail, c'est UAT. Et je vais créer la prod. Prod. Et prod. C'est bon. Maintenant, je vais faire apply. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir ici tous les comptes apparaître. Bon, prod is not yet installed, run init. Ah oui. Ok. C'est juste la gestion des modules. Et c'est ça toute la magie après qui se perd de l'infrastructure as code. C'est que, vous voyez la procédure pour créer un compte, tout ce qu'on faisait manuellement, qu'on avait une documentation pour lire exactement comment ça se fait. Bah, là, tout se fait d'une façon comment dire ça, assez simple. Donc, tout est codifié, la répétition, voilà, j'ai besoin de créer d'autres comptes. Bon, voilà. Donc là, c'est bon, il vient de le faire. Si je vais voir sur maintenant mon email, ici, bon, c'est pas encore arrivé. On essaie de voir ici. Donc là, si je rafraîchis à l'échelle ici, bah là, j'ai tous mes comptes qui ont été créés, développe, intégration, UAT et prod. Donc ça, c'est nickel. C'est exactement ce que je voulais. Si je vais sur n'importe quel compte, je vais voir que j'ai mis en place la police simple. Bon, il y avait aussi la police par défaut, full admin AWS. Euh, comment dire après, on aura on va dire une vidéo spécialement dédiée à la gestion des polices. Mais ce qui est important dans cette police-là simple que j'ai rajouté, c'est que j'ai un deny sur les, on va dire les éléments les plus, on va dire les plus critiques. Par contre, je peux bien sûr détacher ça et enlever tous les droits. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir? Donc là, normalement, je vais juste attendre un petit peu de temps. Voilà. Donc là, il m'a créé tous les comptes. Donc là, on le voit vers Walid pour Moncia plus UAT, Walid pour Moncia plus prod. Il manque celui de l'intégration. Et le voilà. Donc Walid pour Moncia pour intégration. Et tous les comptes sont là. Après, je peux, voilà, quand je vais voir, ici les accounts, je vais voir voilà, un identifiant différent par compte AWS. Donc ça, c'est le compte principal. Et ça, c'est les différents sous-comptes que j'ai créés. Donc là, quand on va livrer une, comment dire, notre application, notre solution sur un environnement, quel qu'il soit, sera sur un compte différent. Donc on va voir après comment on peut naviguer d'un compte à l'autre, etc. Bah, c'est tout de mon côté. Donc là, avec cette vidéo, comme on a pu voir, donc là, on bénéficie de... Bon, je vais essayer un petit peu de jeter un coup d'œil. Je perds pas espoir que ça peut se débloquer. Euh, tatati, tatata. C'est juste une histoire d'autorisation. Ça va mieux? Est-ce que ça va mieux ou pas? Attendez. Est-ce que ça... Je vais essayer d'y aller avec le compte. Racine. Pour voir un petit peu l'autre. Donc là, si j'y vais avec...
Hmm, not yet. Donc c'est pas encore le cas. Voilà. C'est cette partie-là que je voulais vous montrer tout à l'heure. Puisqu'ils nous ont validé donc donc on nous a validé 300 dollars jusqu'au voilà on a un an pour consommer ah non ça c'est au 31 truc et là c'est jusqu'au on a jusqu'à euh, février 2021 pour consommer les 300 dollars. Donc ça c'est en termes de POC. Et voilà, donc on va voir que ça va se consommer petit à petit et on pourra explorer un petit peu. Hmm, ça marche. J'ai l'impression que c'est ouvert. Bon, pas encore. De toute façon, on n'a pas vraiment de coût actuellement parce qu'on n'a rien installé, on n'a pas utilisé de service particulier. C'est juste qu'il faut voir voilà, que maintenant on a un crédit de 300 dollars qu'on peut consommer et on pourra voir par la suite un petit peu comment ça se consomme. Pour vous donner un petit peu, on va dire en termes d'ordre d'idée, moi, j'ai une organisation un petit peu sur une production un petit peu plus avancée, on va dire, avec quelques projets qui tournent. Et là, en 6 mois d'utilisation quasiment équivalente à une mini prod, euh, où est-ce qu'ils sont les crédits? Console, voilà, les crédits. Donc là, j'ai consommé en 6 mois à peu près l'équivalent de 33 dollars. Voilà, pour vous dire à quel point ça peut être vraiment pas mal. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à cela? Que voilà, c'est vraiment à la portée, que voilà, je reviens un petit peu sur notre code maintenant. Donc, maintenant qu'on a fini le travail, donc je vais add git commit-m, donc add organizations move groups to groups to users. Push. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc avec ça, avec ce merge là, c'est bon, on a mergé, donc le travail a été mergé sur le projet donc fondation. Donc vous pouvez y accéder, le récupérer, l'utiliser. Le seul point d'attention à apporter, c'est ce que je vous ai montré ici, euh, l'organization ID, sera propre à vous. Donc il faut vraiment voir pour utiliser le vôtre. Là, si vous essayez, vous ne pourrez pas utiliser celui-là comme étant master parce qu'il ne peut être créé qu'avec mon compte à moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement sur la chaîne YouTube. À bientôt tout le monde. Au revoir.